Bienvenue sur la chaîne qui dévoile les histoires vraies de la famille royale britannique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui a ébranlé les médias et le public. La santé du roi Charles III, derrière les déclarations officielles de Buckingham Palace, derrière ses sourires rassurants et ses brèves apparitions publiques. Que se passe-t-il réellement? Et plus important encore, la santé du roi affecte-t-elle maintenant la stabilité de la monarchie et de la nation elle-même? Parce que dans une monarchie constitutionnelle comme le Royaume-Uni, la santé du roi est bien plus qu'une affaire privée. C'est un symbole qui a un impact direct sur la confiance du public dans l'équilibre des pouvoirs que la monarchie représente. Même les plus petits signes de changement dans l'état du roi peuvent entraîner des conséquences importantes, en particulier lorsque des problèmes persistants restent non résolus. Du scandale du prince Andrew à la pression de transmettre les devoirs royaux au prince William et à l'influence toujours croissante des médias sur la vie royale. Dans ce contexte, la question est de savoir si la monarchie britannique peut résister à l'épreuve ultime. Le temps. Lorsqu'un roi commence à s'affaiblir, ce n'est pas seulement le trône qui tremble, mais aussi l'image sacrée de la monarchie dans le cœur du peuple. La vidéo d'aujourd'hui vous emmènera plus loin dans cette histoire. Nous examinerons de près l'état véritable du roi Charles, les signes subtils d'une transition de pouvoir imminente, le rôle croissant du prince William et la façon dont les médias façonnent l'avenir de la monarchie. Pour commencer, explorons pourquoi la santé du roi Charles est devenue un sujet de préoccupation nationale et comment elle pourrait affecter son rôle au sein de la famille royale. Au cours des derniers mois, les reportages sur la santé du roi Charles III ont dominé les manchettes. Bien que Buckingham Palace maintienne un silence strict et ne publie que des mises à jour limitées sur ses traitements, les observateurs internationaux et les initiés royaux estiment que l'état du roi est beaucoup plus grave que ce que le public a été amené à croire. Certaines sources proches affirment même qu'il lutte contre un cancer de stade avancé et que son temps pourrait être compté. Selon des informations du Daily Beast et du Mirror, depuis son diagnostic plus tôt cette année, l'emploi du temps du roi Charles a été considérablement réduit. Il est apparu moins fréquemment en public, a annulé plusieurs visites d'État et a passé la plupart de son temps à recevoir des traitements soit à Sandringham, soit dans des établissements médicaux non divulgués. Les initiés décrivent un roi qui, malgré le maintien d'une façade calme, perd rapidement de la force, en particulier ces derniers mois. Lady Colin Campbell, bien connue pour ses révélations sur les affaires royales, a déclaré dans une émission de télévision: « L'état du roi n'est un secret pour personne de son entourage. Charles traverse une période très difficile et il sait probablement qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour se préparer à la transition nécessaire. » Pendant ce temps, Tom Sykes, correspondant royal pour le Daily Beast, a fait remarquer: « Buckingham Palace essaie de contrôler le récit, mais il est clair qu'ils ne peuvent pas le cacher éternellement. Le roi s'éteint, et cela remodèle toute la structure du pouvoir de la famille royale. Le problème, cependant, va au-delà de la maladie. Le roi Charles a toujours régné avec une approche douce mais prudente. Il s'efforce d'équilibrer la tradition et les attentes modernes pour protéger la loyauté royale tout en répondant à la pression publique. Mais la maladie a inévitablement affaibli son contrôle, en particulier face à des crises internes comme le scandale du prince Andrew. Le prince Andrew, le jeune frère du roi, est depuis longtemps considéré comme une tache sur la monarchie moderne. Après avoir été accusé d'implication avec le défunt financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, sa réputation s'est complètement effondrée. Le roi Charles a d'abord géré la question diplomatiquement, dépouillant Andrew de ses titres royaux pour préserver l'image de la couronne. Mais maintenant que Charles lutte contre le cancer, la pression monte à nouveau, avec des informations suggérant qu'Andrew cherche un moyen de revenir à la vie royale,
peut-être avec le soutien discret de la reine Camilla. Dans ce contexte, la santé du roi est devenue le facteur critique qui pourrait déterminer l'avenir de la monarchie. Chaque fois qu'il manque un événement majeur, les spéculations grandissent selon lesquelles le pouvoir passe progressivement entre les mains du prince William. Et en effet, des apparitions récentes montrent William assumant davantage de fonctions royales, non seulement en accueillant des dignitaires, mais aussi en assistant à des réunions privées du Conseil consultatif, autrefois réservées au roi. Les analystes pensent que Charles tente une transition en douceur, garantissant que la passation de pouvoir se fasse en douceur sans alarmer le public. Mais atteindre cet équilibre signifie maintenir l'illusion d'un roi toujours fermement sur le trône, tout en préparant discrètement son héritier en coulisses. C'est une tâche presque impossible pour tout monarque, surtout quand le temps et la santé ne sont plus de son côté. Certains pensent que la maladie du roi Charles l'a rendu plus réfléchi sur la vie et son héritage. Selon plusieurs initiés royaux, le roi parle souvent de sa défunte mère, la reine Élisabeth II, et de la façon dont elle a réussi à maintenir l'image inébranlable de la monarchie tout au long de ses 7 décennies sur le trône. Bien que Charles ne puisse jamais atteindre le même niveau de révérence que sa mère, il est déterminé à laisser derrière lui un héritage digne, à tout le moins une maison royale ordonnée et sans tache avant que son heure ne sonne. Pour cette raison, il a discrètement essayé de résoudre des problèmes de longue date, y compris ceux qui entourent le prince Andrew et les tensions latentes au sein de sa propre famille. Pourtant, comme Lady Colin Campbell l'a fait remarquer un jour, la maladie du roi pourrait l'adoucir, et dans la famille royale, la douceur est toujours un carburant pour les luttes de pouvoir. Ces mots semblent saisir exactement ce qui se passe à l'intérieur de Buckingham Palace aujourd'hui, un endroit où chaque mouvement du roi est examiné de près, non seulement par le public, mais aussi par ses proches. Malgré tout, on ne peut nier que le roi Charles essaie toujours de remplir ses fonctions jusqu'au bout. Il continue d'apparaître en public avec un sourire calme, envoyant le message que tout va bien. Même s'il endure discrètement des traitements continus dans une douleur implacable, cette résilience est plus que la force d'un monarque. C'est l'endurance d'un homme qui a résisté à des décennies de critiques. De sa liaison avec Camilla à la tragédie, qui portera à jamais le nom de Diana. Maintenant, alors que sa santé continue de décliner, la monarchie britannique se trouve à un carrefour majeur. La vérité est que l'état du roi Charles affecte bien plus que lui-même. Il remodèle la structure même du pouvoir royal et tous les regards se tournent maintenant vers son successeur. Alors que le roi Charles III s'affaiblit avec la maladie, la famille royale semble entrer dans une transition discrète mais profondément significative. Il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucune cérémonie grandiose, aucune annonce formelle de Buckingham Palace. Et pourtant, tout indique que le pouvoir passe progressivement entre les mains du prince William, le fils aîné du roi et héritier direct du trône. Selon des initiés du palais, ces derniers mois, le roi Charles a considérablement limité ses engagements publics, déléguant une grande partie de ses responsabilités royales à William. De la réception des dignitaires étrangers à la participation aux services commémoratifs, en passant par la direction de réunions privées avec le conseil consultatif, la présence de William est devenue de plus en plus importante, non pas simplement en tant que prince, mais en tant que chef intérimaire de la monarchie. Les médias britanniques ont qualifié cette période de transition en douceur, une passation de flambeau non officielle, mais indubitable. Charles, l'homme qui a attendu toute sa vie pour la couronne, est maintenant confronté à la dure réalité qu'il n'a plus la force de régner comme il l'espérait autrefois. Plutôt que d'y résister, le roi serait en train de guider et de tester délibérément son fils, assurant une succession en douceur et digne lorsque le moment arrivera inévitablement. Une source du Sunday Times a révélé que le roi Charles a pleine confiance dans la maturité et le jugement de William,
le considérant comme le seul capable de maintenir la stabilité dont la monarchie a désespérément besoin. Mais cette transition n'est pas simplement une affaire de père et de fils. C'est une manœuvre politique calculée. Avec la santé incertaine du roi et les scandales royaux qui continuent d'éclater, donner progressivement plus de pouvoir à William est devenu le seul moyen viable de protéger l'image publique de l'institution. Pour sa part, le prince William semble parfaitement conscient de son nouveau rôle. Il n'est plus seulement l'héritier bien-aimé, mais le chef de facto de la prochaine génération royale. Lors de ses récentes apparitions, son approche décisive et pragmatique a révélé un style de leadership qui lui est propre, plus rapide, plus ferme et beaucoup moins effrayé par la confrontation que son père ne l'a jamais été. Un excellent exemple de ce changement est le retrait des titres royaux du prince Andrew, le propre frère du roi. Bien que la décision officielle ait été rendue au nom du roi Charles, de nombreux initiés affirment que c'est William qui a le plus insisté pour qu'elle soit prise. Il estime que si la monarchie veut survivre au XXIe siècle, elle doit rompre tous les liens avec ceux dont la réputation a fait honte à la couronne. C'est William qui s'est fermement opposé aux tentatives discrètes du prince Andrew de revenir à la vie publique. Malgré le soutien discret qu'Andrew aurait reçu de la reine Camilla, cette décision était plus qu'une simple mesure disciplinaire. Elle a révélé la vision claire du leadership de William, une vision qui place l'image et la confiance du public dans la monarchie au-dessus de la loyauté familiale. Aux yeux de beaucoup, cela marque la plus grande différence entre William et le roi Charles. Alors que Charles a toujours cherché le compromis pour éviter de blesser ses proches, William est prêt à agir de manière décisive, voire impitoyable, pour sauvegarder l'institution. Les partisans louent William pour avoir apporté une nouvelle énergie à la famille royale, plus jeune, plus pragmatique et plus en phase avec l'humeur du public. Pourtant, certains craignent que sa fermeté ne déclenche des conflits internes, en particulier lorsque certains membres, dont Camilla et Andrew, commencent à sentir leur position menacée. Il est indéniable que la transition de pouvoir a déjà commencé, remodelant toute la structure de la monarchie. Des décisions clés récentes, allant de la présidence des réunions royales privées par William à la représentation de son père lors de cérémonies officielles, signalent toutes qu'il se prépare discrètement à monter sur le trône. Même la presse britannique traditionnellement prudente a commencé à le qualifier de roi dans la pratique, impliquant qu'il porte déjà une grande partie du fardeau de la couronne, même sans la porter. Ce qui rend cette transition remarquable, c'est qu'elle n'est pas simplement administrative. Elle a un poids symbolique profond. Après des années de doute sur la capacité de la monarchie à diriger à l'ère post-élisabéthaine, le peuple britannique semble placer progressivement ses espoirs en William, un homme qui a enduré la tragédie de la perte de sa mère tout en restant ancré, équilibrant la tradition et la sensibilité moderne. Mais avec la confiance vient une énorme pression. William doit prouver qu'il peut maintenir l'héritage de sa mère, la princesse Diana. Tout en préservant l'autorité de la monarchie, il est confronté à un public sceptique, à un frère rebelle vivant en Amérique et à une belle-mère toujours considérée par beaucoup comme la femme derrière le chagrin de Diana. Pendant ce temps, son père, bien que fragile, reste le souverain légitime, obligeant William à avancer avec prudence, en veillant à ce que chaque mouvement évite l'apparence de l'ambition ou de la hâte. Malgré tout, ce transfert de pouvoir semble irréversible. Une fois que le roi ne pourra plus remplir ses fonctions, le prince William assumera officiellement le rôle que la nation attend depuis longtemps. Et lorsque ce moment arrivera, une nouvelle ère pour la monarchie britannique commencera, une ère dans laquelle William ne sera pas seulement l'héritier, mais l'architecte de son avenir. Pourtant, la question demeure. Cette transition de pouvoir se déroulera-t-elle vraiment aussi bien qu'il y paraît, ou derrière les portes dorées de Buckingham? Des rivalités, des agendas cachés
et des conflits non résolus couvant-ils encore sous la surface? L'ascension du prince William a non seulement modifié la dynamique au sein du palais, mais a également mis en lumière une série de questions sensibles que la famille royale ne peut plus éviter. Le scandale entourant le prince Andrew, le frère du roi Charles, est au premier rang de ces questions. Une tempête silencieuse qui menace la réputation de toute la monarchie. Et à un moment où le roi lui-même lutte contre la maladie, tous les regards se sont tournés vers William, désormais considéré comme le pilier le plus solide de la monarchie. Le scandale du prince Andrew a commencé avec des révélations choquantes sur son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. La controverse était centrée sur l'amitié étroite d'Andrew avec Epstein, qui avait été accusé de trafic et d'exploitation de jeunes filles mineures. En 2010, alors que des preuves de fêtes fastueuses, de voyages en jet privé et d'allégations troublantes ont fait surface, la réputation d'Andrew s'est effondrée presque du jour au lendemain. Le point de rupture a été son interview désastreuse à la BBC, dans laquelle sa tentative de se défendre n'a fait qu'aggraver l'indignation du public. Le public ne pouvait tout simplement pas accepter qu'un membre important de la famille royale puisse être lié à l'un des crimes les plus odieux de la société. La pression sur Buckingham Palace était immense. Le prince Charles a alors exhorté son jeune frère à se retirer de la vie publique et finalement, Andrew a été contraint de suspendre toutes ses fonctions royales. Pourtant, le dépouiller du titre de duc de York, un symbole lié à des siècles de tradition royale, a été une décision déchirante qui n'a pu être prise que lorsque la stabilité même de la couronne était en jeu. Et ce moment est venu lorsque la santé du roi Charles a commencé à décliner. Il ne pouvait plus superviser toutes les affaires au sein du palais. Son hésitation et sa réticence à affronter directement son frère n'ont laissé à William d'autre choix que d'intervenir. Selon plusieurs initiés royaux, c'est le prince William qui a insisté pour que Andrew soit officiellement retiré de la liste des membres actifs de la famille royale. William comprenait que l'hésitation pouvait détruire encore davantage la réputation de la monarchie. À un moment où la Grande-Bretagne cherchait à renouveler sa confiance dans son institution royale, permettre à une figure aussi disgraciée qu'Andrew de réapparaître en public aurait été un acte d'auto-sabotage. C'est pourquoi la décision de William, bien que considérée par certains comme froide et impitoyable, a été approuvée par le public. À l'intérieur du palais, cependant, cette décision a envoyé des ondes de choc. Beaucoup ont estimé que William avait outrepassé son autorité, prenant le contrôle des affaires royales, alors que le roi Charles était toujours sur le trône. Pourtant, la santé déclinante du roi a forcé tout le monde à faire face à une dure réalité. La Grande-Bretagne était entrée dans une période de transition du pouvoir. Pendant cette période, Charles, un homme animé par un instinct profond de protéger sa famille, était tiraillé entre le devoir et le sang. Il savait qu'Andrew avait commis de graves erreurs, mais il comprenait également que tout révéler pourrait endommager irréparablement la monarchie. Ses proches se souviennent que le roi s'est un jour confié à un conseiller en disant « Si je suis un frère, je veux protéger Andrew, mais si je suis le roi, je dois protéger la couronne. » Cette seule phrase a révélé le profond conflit au sein d'un homme qui est à la fois un frère, un père et le chef symbolique d'une nation. Alors que Charles s'affaiblissait, de plus en plus de décisions clés ont commencé à revenir à William. C'est lui qui a présidé les réunions sur l'image royale, coordonné les communications et élaboré des messages autour d'une monarchie moderne, transparente et responsable. De nombreux analystes pensent que la façon dont William a géré l'affaire Andrew n'avait pas seulement pour but de protéger la réputation de la famille. C'était son premier véritable test de leadership. Malgré tout, le public britannique reste divisé. Certains voient William comme la figure décisive dont la monarchie a besoin. Un homme qui n'a pas peur d'agir lorsque les principes l'exigent. D'autres l'accusent d'être froid, opportuniste et d'utiliser la fragilité de son père
pour consolider son pouvoir. Mais une chose est certaine, l'approche de William face à la crise d'Andrew a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire royale. Une ère pragmatique où l'image publique et la confiance priment sur les liens familiaux. Le scandale entourant le prince Andrew n'est plus seulement une disgrâce personnelle. C'est un test pour toute l'institution royale. La réponse de Buckingham Palace à la crise reflète un changement profond à l'ère moderne. La monarchie n'est plus une famille intouchable protégée par la vénération, mais une organisation tenue responsable par le public et la presse mondiaux. Et cela conduit à une question encore plus vaste. Alors que le roi Charles continue de lutter contre la maladie, sa décision de rendre sa santé publique était-elle une sage décision ou un pari dangereux qui pourrait encore éroder la fragile confiance de la monarchie? Pendant des siècles, la famille royale britannique a vécu selon la règle selon laquelle le silence est d'or. Les détails de leur santé ont été gardés dans le plus grand secret. Même lorsque l'état de la reine Élisabeth II s'est visiblement détérioré dans ces dernières années, le palais n'a publié que de vagues mises à jour. Sous surveillance médicale ou se reposant sur les conseils d'un médecin, le public n'a jamais su quelle maladie elle affrontait, quelle était sa gravité ou à quel point elle était proche de la fin. C'est pourquoi le choix du roi Charles de divulguer publiquement son diagnostic de cancer plus tôt cette année a été considéré comme un tournant historique. Pour la première fois, le chef de la monarchie britannique, une institution fondée sur la discrétion, le calme et la retenue, a décidé de partager une affaire profondément personnelle avec son peuple. Selon Buckingham Palace, le roi a été diagnostiqué avec un cancer à la suite d'une intervention sur la prostate. Le palais n'a pas précisé le type de cancer, mais a confirmé qu'il suivait un traitement et qu'il était de bonne humeur. Pourtant, ce qui a véritablement captivé l'attention, ce n'est pas la maladie elle-même, mais la décision de Charles de l'affronter si ouvertement. Les commentateurs royaux considèrent cela comme une manœuvre calculée. À une époque dominée par les médias sociaux et les cycles d'information incessants, le secret ou le retard ne font qu'alimenter les rumeurs et les théories du complot. En rendant publique l'information dès le début, la monarchie a pris le contrôle du récit, minimisant le risque de désinformation et renforçant l'image d'une couronne moderne et transparente. Le commentateur royal, Richard Fitzwilliams, pense que le roi Charles comprend que l'ère de sa mère est révolue. Aujourd'hui, la transparence n'est plus facultative. C'est une obligation si la monarchie veut conserver la confiance du public. Tout le monde n'est pas d'accord, et une faction conservatrice au sein de l'aristocratie et une partie de la presse ont averti que la divulgation de la maladie du souverain est une arme à double tranchant. Ils craignent que cette révélation ne mine la confiance dans la stabilité de la monarchie, d'autant plus que la santé du monarque est liée à l'identité symbolique continue de la nation. Certains journaux, dont le Télégraphe, ont demandé sans détour: si le roi n'est pas apte à régner, qui dirigera réellement le pays? Une question délicate que Buckingham Palace a longtemps évitée. Cette division de l'opinion publique reflète un changement dans la façon dont les Britanniques considèrent la monarchie. Sous la reine Élisabeth II, le silence était considéré comme une force. À l'ère des médias mondiaux, cependant, le silence est facilement interprété comme de l'opacité ou de la dissimulation. Charles semble l'avoir compris et a choisi de renverser la tradition, optant pour l'ouverture en échange de la confiance. Mais la question demeure: cette transparence atteint-elle réellement le résultat escompté? Certains analystes soutiennent qu'au lieu de susciter la sympathie, la publication de l'information a accru l'anxiété du public. Les gens spéculent maintenant sur l'abdication du roi ou sur le fait que le prince William prenne le trône plus tôt que prévu. La presse britannique publie à plusieurs reprises des images du monarque paraissant mince et fatigué lors de rares apparitions, ce qui rend l'image de stabilité encore plus fragile.
La situation est devenue plus compliquée lorsque le public a commencé à comparer l'ouverture de Charles avec la gestion de la princesse Kate Middleton. Alors que le roi a choisi de divulguer sa maladie, la princesse est restée silencieuse pendant des mois après une opération abdominale non divulguée. Ce manque d'ouverture a alimenté une vague de rumeurs en ligne, allant des spéculations sur le divorce au pire scénario de santé, jusqu'à ce que Kate publie une vidéo sincère confirmant qu'elle suivait un traitement contre le cancer. Ce n'est qu'à ce moment-là que la panique du public a commencé à s'apaiser. Le contraste entre les deux approches, la divulgation contre le secret, a laissé beaucoup de gens se demander quel est le choix le plus judicieux. La transparence de Charles a été saluée comme une courageuse candeur. Pourtant, le silence initial de Kate a provoqué une réaction négative du public malgré sa décision ultérieure de s'exprimer. Cette dynamique montre qu'à une époque où l'information se propage en un instant, la monarchie ne peut plus se permettre d'être en décalage avec le public. Certains commentateurs soutiennent que le roi Charles, en rendant publique l'information, a établi un nouveau précédent pour la prochaine génération. Il veut que William et Kate comprennent que la confiance du public ne peut plus être construite derrière des murs de silence. Qu'elle soit critiquée ou remise en question, la transparence reste, selon eux, la seule voie viable pour la monarchie au XXIe siècle, où les vérités cachées sont tôt ou tard révélées. Pourtant, un certain nombre de personnes pleurent l'âge de la reine Élisabeth VI, une époque de dignité et de retenue. Ils soutiennent qu'en divulguant sa maladie, Charles a diminué une partie de l'aura mystique qui enveloppait autrefois le trône. Selon eux, la maison royale ne devrait pas être comme les gens ordinaires. Elle doit conserver une distance mesurée pour préserver son autorité. Charles semble voir les choses différemment. Il estime que la véritable force de la monarchie à l'ère moderne réside dans l'empathie. Lorsqu'un roi admet la douleur et la vulnérabilité, il devient plus accessible et, paradoxalement, plus digne de confiance. C'est pourquoi la décision de Charles est considérée comme historique, un petit acte qui a le potentiel de remodeler la relation entre la couronne et le public. Dans le tableau plus large de la santé du roi, les médias agissent comme un pont entre la monarchie et le peuple. Pourtant, l'approche de la presse britannique en matière de couverture de cette histoire est très particulière, prudente, retenue et souvent intentionnellement circonspecte. Dans une nation où la famille royale est un symbole sacré de la tradition, chaque ligne écrite à leur sujet est plus qu'une nouvelle. C'est un test de la limite délicate entre le respect et l'intrusion. Depuis que Buckingham Palace a confirmé le diagnostic de cancer du roi, les grands médias tels que la BBC, le Times, le Telegraph et le Daily Mail se sont largement limités aux déclarations officielles publiées par la Maison royale. Il n'y a eu aucune précision sur le type de cancer, sa gravité ou le plan de traitement. Le ton de la couverture a été mesuré, méfiant et symbolique, comme s'il s'agissait de protéger l'image d'un souverain plutôt que de rendre compte de la réalité d'un patient. Cette prudence n'est pas accidentelle. Historiquement, les médias britanniques ont entretenu une relation semi-familiale, semi-déférente avec la couronne. Ils comprennent qu'un titre sensationnel sur la santé du monarque peut frôler le sacrilège et, pire encore, ébranler la confiance du public dans l'institution. Par conséquent, les grands médias ont tendance à observer une règle invisible. Rapporter ce qui est autorisé et rester silencieux là où le silence est jugé nécessaire. En revanche, dans la sphère des médias indépendants, des commentateurs comme Tom Sykes sur Substack adoptent une position différente. Libérés du protocole royal, ils diront les choses clairement, creuseront plus profondément et avanceront des hypothèses audacieuses. Alors que la BBC peut simplement signaler que le roi suit un traitement actif, Tom Sykes écrit sans détour que des sources proches révèlent que la maladie est à un stade plus grave que ce que le palais admet. Ce contraste met en évidence deux courants de pensée.
l'un qui place le respect avant tout et l'autre qui considère la transparence comme un devoir envers le public. De là, la question plus importante émerge. Où se situe la limite entre la vie privée et le devoir public? Un roi, bien qu'humain comme les autres, reste un symbole de la nation. Sa santé peut influencer directement la politique, l'économie et la confiance du public dans la monarchie. Pourtant, trop en révéler pourrait susciter la confusion, la peur et des spéculations sans fin. La presse doit donc marcher sur une corde raide où chaque mot a du poids et des conséquences. Les médias, à bien des égards, agissent comme un miroir reflétant la façon dont la famille royale apparaît aux yeux du public. Mais la question de savoir si ce reflet est véridique dépend de la façon dont les journalistes choisissent d'équilibrer l'intégrité professionnelle avec le respect de la couronne. Et de là, une autre question se pose, une question qui touche au cœur même du problème. Le droit à la vie privée de la famille royale devrait-il l'emporter sur son devoir public en tant que personnalité nationale? La vie privée a toujours été l'une des valeurs les plus farouchement gardées de la monarchie, en particulier en ce qui concerne la santé des membres importants de la famille royale. Bien qu'ils vivent sous la surveillance constante du public, la limite entre le privé et le public a longtemps été maintenue avec grand soin. La santé d'un souverain, par conséquent, n'est pas simplement une préoccupation personnelle, c'est une question de symbolisme national. Choisir de révéler ou de dissimuler de telles informations n'est pas seulement une décision privée, mais une décision stratégique pour toute l'institution. Historiquement, la reine Élisabeth II n'a presque jamais rien divulgué sur sa santé. Elle a été hospitalisée à l'occasion et a rencontré des problèmes de mobilité dans ces dernières années. Pourtant, Buckingham Palace n'a publié que les déclarations les plus brèves, sans détails, sans émotion. Ce silence a contribué à préserver son image de personne inébranlable et intemporelle. Un pilier inébranlable, peu importe les turbulences du monde. Le prince Philippe était à peu près le même, suivant un traitement médical en privé, ne montrant jamais de vulnérabilité devant le public. Pour eux, la vie privée n'était pas seulement un droit, mais un art. L'art de préserver le mystère et l'autorité symbolique de la monarchie. Cependant, un contraste évident peut être observé lorsque l'on regarde au-delà du Royaume-Uni. Aux États-Unis, la santé du président est presque toujours rendue publique par le biais de rapports médicaux réguliers. La Maison-Blanche publie des mises à jour détaillées chaque année, car la transparence est considérée comme une obligation démocratique. Lorsque Joe Biden ou Donald Trump ont subi des examens de santé, les médias ont été rapidement informés, non seulement par souci de transparence, mais aussi pour maintenir la confiance du public. De même, le pape, un chef spirituel mondial, partage souvent ouvertement des détails sur sa santé. Le pape François a parlé avec franchise de ses opérations chirurgicales et a même plaisanté sur sa fragilité, transformant la vulnérabilité en sincérité et en lien. Ce contraste révèle deux philosophies distinctes. Dans les systèmes démocratiques, la transparence est un devoir. Dans les monarchies constitutionnelles, la dignité et la stabilité priment. La monarchie britannique considère la vie privée comme faisant partie de son identité, un voile protecteur qui maintient l'aura de permanence et de pouvoir. Pourtant, cela invite également les critiques selon lesquelles le secret peut engendrer la méfiance ou alimenter les rumeurs. Ainsi, la question n'est plus de savoir si les membres de la famille royale doivent être transparents, mais comment ils peuvent équilibrer deux idéaux apparemment opposés, la vie privée et la responsabilité publique. Parce qu'une fois qu'un roi devient l'incarnation vivante d'une nation, sa santé ne lui appartient plus uniquement. Elle s'entremêle avec la foi du peuple dans la couronne elle-même. Et tous ces débats mènent à une dernière question. Comment la santé du roi Charles affecte-t-elle réellement la politique et l'opinion publique? Alors que la santé du roi Charles devient un sujet de discussion nationale, son impact s'étend bien au-delà du domaine de la médecine ou du bien-être personnel.
Elle s'étend profondément dans les rouages de la politique royale. L'affaiblissement de la force du monarque a subtilement remodelé la structure du pouvoir traditionnel au sein de Buckingham Palace. Le roi de 75 ans, autrefois inébranlable dans sa philosophie de régner avec calme, a été contraint de prendre du recul, cédant de nombreuses responsabilités sensibles au prince William, son fils aîné et héritier du trône. Dans ce nouveau paysage, chaque geste de William a des implications à long terme pour l'avenir de la monarchie elle-même. Des informations suggèrent que le cancer du roi a atteint un stade critique, ce qui a entraîné un transfert important de fonctions. Il n'apparaît plus régulièrement lors d'événements nationaux et ne gère plus directement les crises. Le prince William, effectivement le monarque en attente, intervient dans ce vide, agissant déjà en tant que chef de facto de la maison royale. L'un de ses premiers tests majeurs a été le scandale entourant le prince Andrew, son oncle, et une figure qui avait plongé la famille royale dans l'une de ses crises de crédibilité les plus profondes. La controverse n'était pas seulement une tâche morale, mais un test déterminant pour le leadership de la prochaine génération. Lorsque Andrew a été accusé de lien avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, l'indignation du public a été immense, exigeant une action royale décisive. Le roi Charles, suivant le traitement et étant incapable de prendre pleinement les commandes, une grande partie du fardeau est tombée sur William sous la pression croissante du public et de la presse. On pense que William a joué un rôle déterminant dans la décision de dépouiller Andrew de tous ses titres royaux, y compris son prestigieux honneur de duc d'York. C'était une décision sans précédent, une déclaration claire que, à son époque, personne ne serait au-dessus de la responsabilité. La réaction du public à cela a été largement positive. Beaucoup ont salué William comme un symbole de réforme, un futur roi qui n'a pas peur de choisir l'intégrité plutôt que les liens du sang. Pourtant, certains critiques ont averti qu'agir de manière trop décisive pourrait fracturer la famille de l'intérieur. Malgré tout, aux yeux du peuple, William avait fait sa marque. Il n'était plus seulement l'héritier. Il était le gardien de la confiance du public, prouvant que l'avenir de la monarchie ne réside pas dans le secret ou le sentiment, mais dans la force, la responsabilité et le renouveau. En ce moment, le rôle de William va bien au-delà de celui d'un fils dévoué. Il est devenu la figure centrale de la protection et du remodelage de l'image de la monarchie britannique. Les médias britanniques le décrivent maintenant comme le roi non couronné, l'homme qui dirige discrètement le spectacle. Des décisions relatives au personnel et aux finances, aux engagements publics. La santé du roi, bien que malheureuse, a involontairement accéléré le transfert de pouvoir, forçant William à grandir plus vite, à devenir plus dur et à faire preuve d'une plus grande résilience. Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont William gère ses défis avec une stratégie médiatique remarquable. Il ne parle pas trop, ne critique personne publiquement, mais laisse ses actions parler plus fort que les mots. Lorsque le public s'interroge sur l'avenir de la monarchie, William choisit le silence, mais continue d'apparaître lors d'événements sociaux, caritatifs et royaux majeurs. Cette image envoie un message puissant. Pendant que le roi se repose et reçoit des soins, le trône reste entre des mains capables. Ainsi, la santé du roi n'est pas seulement un sénateur personnel, mais un catalyseur B pour une période de transformation au sein de la famille royale. Chaque décision, de la gestion des scandales du prince Andrew à la formation de l'image moderne de la monarchie, porte maintenant l'influence de William. Et aujourd'hui, le public ne le voit plus seulement comme l'héritier, mais comme le roi d'une nouvelle ère, l'homme qui dirige discrètement le navire royal à travers des eaux turbulentes. Bien que les débats sur la santé du roi Charles se poursuivent, une chose reste indéniable. Son image reste un symbole d'endurance au milieu de la tempête. Tout au long de sa vie, le roi a été confronté à d'immenses épreuves. Des pertes personnelles aux pressions de la couronne,
et même aujourd'hui, dans ces dernières années, il continue de se battre pour préserver la dignité et la stabilité de la monarchie. Pendant ce temps, le prince William porte discrètement une partie du fardeau de son père. De la gestion de crise à la sauvegarde de l'image royale aux yeux du public, il prouve que la prochaine génération de la monarchie n'hérite pas seulement de la tradition, mais redéfinit la façon dont elle est perçue. L'unité entre le père et le fils pendant cette période reflète non seulement le devoir royal, mais renforce également la conviction que la tradition et le progrès peuvent coexister. C'est peut-être dans ces moments difficiles que l'on voit vraiment la valeur de la persévérance et du dévouement. L'avenir de la monarchie britannique reste incertain, mais une chose est sûre. Il continue de s'efforcer, d'endurer, de s'adapter et de préserver la foi du peuple. Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour des analyses plus approfondies de la famille royale britannique.